Dans les rues pluvieuses de Paris? Un soir d'automne où les feuilles mortes collaient au pavé? Camille raccrocha le téléphone avec un tremblement qu'elle ne pouvait dissimuler. Sa mère venait de lui annoncer que sa grand-mère, la matriarche inflexible de la famille, avait découvert son secret. Ou plutôt, ce qui avait commencé comme un mensonge innocent. À 16 ans, pour échapper à l'ennui d'un été familial en Provence et rejoindre ses amis dans une colonie de vacances réservée aux jeunes LGBT, Camille avait inventé être lesbienne. Un simple bobard pour obtenir la permission? Rien de plus. Mais maintenant, à 24 ans, ce mensonge s'était mué en une réalité qu'elle peinait à assumer. Et la confrontation imminente avec sa famille la terrifiait. Camille s'assit sur un banc du jardin des Tuileries, ignorant la bruine qui mouillait son manteau. Elle repensait à cet été fatidique. En 2018, près de Biarritz, la colonie Arc-en-Ciel était un havre pour les adolescents queer, financé par des associations progressistes. Ses amis hétéros y allaient pour l'aventure, mais l'inscription exigeait une orientation non hétéronormative. C'est juste pour rire, avait dit Sophie, sa meilleure amie. Camille avait rempli le formulaire en cochant lesbienne, le cœur battant d'une excitation juvénile. À l'époque, elle sortait avec un garçon du lycée. Un flirt banal qui ne l'émouvait guère. Le mensonge semblait anodin. Un ticket pour la liberté. Arrivé au camp, entouré de falaises atlantiques et de vagues déchaînées, Camille se sentit d'abord comme une imposture. Les autres participantes parlaient ouvertement de leur coming out, de rejets familiaux, de premières amours interdites. Il y avait Léa, une fille de Marseille aux cheveux courts et au regard perçant, qui animait les ateliers sur l'identité. Léa racontait comment son père, un policier traditionnaliste, l'avait mise à la porte à 17 ans. Camille écoutait, fascinée, feignant l'empathie tout en se sentant coupable. Et toi, Camille? Ton histoire, avait demandé Léa un soir autour du feu de camp. Camille avait improvisé, une crush sur une camarade de classe. Des regards volés en cours de maths. Les mots étaient sortis facilement. Presque naturellement. Et pour la première fois, elle avait ressenti un frisson inexplicable. Les jours suivants, Camille se surprit à observer les filles différemment. Pas comme des amies, mais avec une curiosité nouvelle. Léa. Surtout, avec sa confiance tranquille et son sourire espiègle. Elle passait des heures à marcher sur la plage, à discuter de tout, des livres de Simone de Beauvoir aux films de Céline Sciamma. Être soi-même, c'est le plus grand acte de rébellion, disait Léa. Camille hochait la tête. Mais intérieurement, un doute s'insinuait. Était-ce le mensonge qui la perturbait? Ou quelque chose de plus profond? Un soir, après une session de yoga sous les étoiles, Léa l'avait prise à part. Tu sembles perdue, Camille. Si tu veux en parler. Camille avait nié. Mais ses joues avaient rougi. Pour la première fois, elle se demanda si son invention n'était pas un voile sur une vérité enfouie. De retour à Paris, Camille reprit sa vie lycéenne, datant des garçons pour se prouver que tout allait bien. Mais les souvenirs de la colonie la hantaient. Elle évitait Sophie, qui riait encore de leurs blagues. Puis, à l'université, en première année de droit à la Sorbonne, elle rencontra Anna, une étudiante en littérature venue de Bretagne. Anna était ouvertement lesbienne, militante dans un groupe queer. Elles devinrent amies, partageant des cafés aux Deux Magots. Anna parlait de ses relations passées, de la joie et des peines. Camille écoutait, envieuse. Un soir,
Après une manifestation pour les droits LGBT. Anna l'embrassa. Camille ne recula pas. Au contraire, elle répondit avec une ferveur qu'elle n'avait jamais connue. Ce fut le début d'une relation secrète, passionnée, mais rongée par la culpabilité. Camille cachait tout à sa famille. Son père, un avocat conservateur, votait pour des partis centristes mais gardait des vues traditionnelles sur le mariage. Sa mère, professeure d'histoire, prônait la tolérance mais paniquait à l'idée de scandale social. Nous sommes une famille respectable, disait-il souvent. Camille mentait, prétextant des sorties avec des amis imaginaires. Anna, patiente au début, commença à exiger plus. Assume-toi. Camille. Je ne peux pas être ton secret éternel. Les disputes s'enchaînèrent. Un jour, Anna rompit. Lasse des cachotteries. Ton mensonge te détruit. Et moi avec. Camille pleura des nuits entières, réalisant que son cœur battait vraiment pour les femmes. Le mensonge d'adolescente était devenu sa vérité. Mais à quel prix? Maintenant, assise sous la pluie, Camille composa le numéro de Léa, qu'elle n'avait pas revu depuis la colonie. Elle s'était échangé des messages sporadiques, mais rien de profond. Allô? Camille? Ça fait si longtemps. La voix de Léa était chaude, inchangée. Camille expliqua tout, le mensonge initial, la découverte de soi, la rupture avec Anna. Et maintenant? La grand-mère qui avait fouillé son téléphone et trouvé des photos compromettantes. Elle menace de tout dire à mes parents si je ne reviens pas à la raison. Point. Léa écouta. Puis soupira. Viens à Marseille. On en parle de vive voix. Camille accepta, sentant un mélange d'espoir et de peur. Le train pour le sud partirait le lendemain. C'était le début d'une confrontation avec son passé. En gare de Lyon, Camille monta dans le TGV, le cœur serré. Les paysages défilaient, vignobles, collines, puis la mer Méditerranée. À Marseille, Léa l'attendait sur le quai, plus belle que dans ses souvenirs, avec un tatouage nouveau sur l'avant-bras représentant un arc-en-ciel brisé. Elles s'étreignirent, et Camille sentit une étincelle familière. Chez Léa. Un petit appartement près du Vieux-Port. Elles parlèrent jusqu'à l'aube. Camille avoua tout, comment le mensonge l'avait menée à questionner son identité. Comment Anna l'avait aidée à l'accepter. Mais comment la peur la paralysait encore. Léa partagea ses propres batailles, une réconciliation fragile avec son père. Des amours perdus. La vérité libère. Mais elle blesse d'abord, dit-elle. Le lendemain, elles marchèrent sur la corniche, le vent salé fouettant leurs visages. Léa prit la main de Camille. Et si on affrontait ça ensemble? Camille hésita. Était-ce de l'amitié? Ou plus? Mais avant qu'elle ne réponde, son téléphone sonna. C'était sa mère. Camille. Ta grand-mère est à l'hôpital. Un AVC. Reviens vite. Le choc la figea. Était-ce le karma de ses mensonges? Elle rentra précipitamment à Paris, laissant Léa avec une promesse vague. À l'hôpital Cochin. Sa grand-mère gisait pâle, branchée à des machines. La famille était réunie, parents, oncles, tantes. Elle a murmuré ton nom avant de perdre connaissance, dit son père. Camille se sentit coupable. Avait-elle causé cela par son déviance? Les jours suivants furent un tourbillon. Camille veillait au chevet de sa grand-mère, qui se remit lentement. Mais la vieille dame, lucide, la confronta un soir.
Je sais pour tes penchants. C'est contre nature. Pense à la famille. Camille. Les larmes aux yeux. Défendit, c'est qui je suis. Mamie. Pas un choix. La dispute attira les parents. Le secret éclata. Son père hurla. Sa mère pleura. Comment as-tu pu nous mentir? Camille expliqua l'origine, la colonie. Le mensonge innocent. Mais cela n'apaisa rien. Tu nous as trahis, dit son père. Camille quitta l'hôpital en larmes, se réfugiant chez une amie. Seule dans l'appartement de son amie à Montmartre. Camille fixait le plafond, revivant la scène à l'hôpital. Son père avait claqué la porte. Sa mère l'avait regardé avec un mélange de pitié et de déception. Nous t'aimons. Mais ça, c'est trop. Camille avait fui, emportant seulement son sac. Maintenant, elle devait affronter les conséquences. Son téléphone vibrait de messages, Léa s'inquiétait. Anna avait appris la nouvelle via des amis communs et proposait son soutien. Mais Camille se sentait isolée. Comme si son monde s'effondrait. Elle décida de retourner à l'université, feignant la normalité. En cours de droit constitutionnel, elle croisa Marie, une collègue qu'elle connaissait vaguement. Marie était hétéro, mariée jeune, mais ouverte d'esprit. Tu as l'air épuisée, dit-elle un jour à la cafétéria. Camille se confia partiellement, la dispute familiale, sans entrer dans les détails. Marie l'invita chez elle. Un loft près de la Bastille. Là, autour d'un thé. Camille lâcha tout. Marie écouta sans juger. Les familles changent. Parfois. Donne-leur du temps. Mais Camille doutait. Son père avait déjà menacé de couper les vivres. Pendant ce temps, Léa appelait tous les jours. Reviens à Marseille. Laisse-moi t'aider. Camille céda enfin, prenant un billet pour le week-end. À son arrivée, Léa l'emmena dans un bar queer du quartier du Panier. L'ambiance était électrique, musique, rire, couples enlacés. Camille se sentit chez elle pour la première fois. Elles dansèrent, et Léa l'embrassa doucement. Je t'ai toujours aimé. Depuis la colonie. Camille recula. Surprise. Mais j'étais une menteuse alors. Léa sourit. Peut-être. Mais ton cœur était vrai. Elles passèrent la nuit ensemble, parlant jusqu'au matin. Pas de sexe. Juste une intimité émotionnelle qui guérit les blessures de Camille. De retour à Paris, revigorée, Camille affronta sa famille. Elle organisa un dîner chez ses parents, dans leur appartement haussmannien du 16e arrondissement. Il faut qu'on parle. Son père, raide, s'assit. Sa mère servit le vin nerveusement. Camille raconta tout, la colonie, le mensonge, la découverte progressive de son orientation. Ce n'est pas une phase. C'est moi. Son père explosa, et la société? Ton avenir en tant qu'avocate? Les gens jugent. Sa mère intervint, laisse-la. Chérie. Elle souffre déjà. La soirée se termina en impasse. Mais au moins, les mots étaient dits. Puis vint la trahison. Sophie, son ancienne meilleure amie, apprit la nouvelle via les réseaux. Jalouse peut-être de l'évolution de Camille, elle posta un message ambigu sur Instagram, quand un mensonge d'ado devient une vie entière. Vérité ou fiction? Des amis communs réagirent. Et bientôt, la rumeur se répandit. À l'université, on chuchotait. Camille confronta Sophie au téléphone.
Pourquoi? On était amis. Sophie ricana. Tu m'as abandonné après la colonie. Et maintenant? Tu joues la victime? Camille raccrocha. Blessée. La trahison raviva ses doutes, avait-elle mérité cela pour son mensonge initial? Léa la soutint à distance. Mais la distance pesait. Camille décida de militer. Elle rejoignit un groupe LGBT à la Sorbonne, organisant des débats sur les droits. Là, elle rencontra Élise, une activiste charismatique. Élise, avec ses discours enflammés, l'attira. Elles flirtèrent. Mais Camille pensa à Léa. Je ne peux pas trahir encore. Elle refusa les avances d'Élise, choisissant la loyauté. Mais Élise, vexée, répandit des rumeurs. Camille n'est pas vraiment lesbienne. C'est une poseuse. Le groupe se divisa. Certains la défendant, d'autres la rejetant. Camille se sentit plus seule que jamais. Sa grand-mère, remise de son AVC, appela un jour. Viens me voir. Seule. À son chevet dans la maison de retraite. La vieille dame parla doucement. J'ai vécu à une époque où l'amour était caché. Mon ami d'enfance. Mais j'ai choisi la norme. Camille écarquilla les yeux. Était-ce une confession? Ne fais pas comme moi. Vis ta vérité. Les larmes coulèrent. Pour la première fois, un membre de la famille la comprenait. Fortifiée, Camille invita Léa à Paris. Elles se promenèrent au Louvre, main dans la main. Je t'aime, avoua Camille. Léa répondit pareillement. Mais le bonheur fut court. Son père apprit pour Léa via la grand-mère, qui avait changé d'avis. Il confronta Camille, choisis, ta famille ou cette vie. Camille refusa l'ultimatum. C'est les deux. Ou rien. Il claqua la porte. Sa mère, déchirée, resta silencieuse. Les mois suivants furent une épreuve. Camille perdit des amis, affronta des regards hostiles au travail, un stage dans un cabinet d'avocats où les collègues conservateurs murmuraient. Mais elle tint bon. Aidée par Léa qui déménagea à Paris. Elles louèrent un petit appartement à Belleville, construisant une vie ensemble. Pourtant, les doutes persistaient. Était-ce la bonne voie? Le prix était-il trop élevé? Un soir, lors d'une manifestation contre l'homophobie, Camille prit le micro. J'ai menti un jour pour être libre. Et ce mensonge m'a révélé. Mais la société nous force encore à cacher. La foule applaudit. Parmi eux, elle vit sa mère. Au fond, larmes aux yeux. Un pas vers la réconciliation? La manifestation place de la République marqua un tournant. Camille, micro en main, sentit une libération. Sa mère, approchant après le discours, l'étreignit. Je suis fière de toi. Mais son père restait distant, refusant les appels. Léa, à ses côtés, encouragea, le temps guérira. Elles rentrèrent chez elles, épuisées mais unies. Pourtant, une ombre planait, Anna réapparut. Via un message, elle proposa un café. Pour clore le chapitre. Camille accepta. Curieuse. Au café de Flore, Anna était inchangée, cheveux longs. Regard intense. J'ai entendu ton discours. Bravo. Elles parlèrent du passé. Anna avoua avoir souffert de la rupture. Mais je comprends maintenant ton combat interne. Camille s'excusa pour les mensonges. Anna sourit. On était jeunes.
Mais sous la cordialité. Une tension, Anna toucha sa main. Et si on recommençait? Camille retira sa main. Je suis avec Léa. Anna insista, elle sait pour ton mensonge originel? Elle te fait confiance? Le doute s'insinua. De retour, Camille confia à Léa. Anna veut me récupérer. Léa, jalouse, réagit mal. Et toi? Tu hésites? Une dispute éclata. Tu doutes toujours de moi, hurla Léa. Elle partit claquer la porte, passant la nuit chez une amie. Camille, seule, rumina. Était-ce la fin? Le lendemain, Léa revint, apologétique. Pardon. La peur de te perdre. Elles se réconcilièrent, mais la faille était là. Au travail, les tensions montèrent. Son patron, informé des rumeurs, la convoqua. Votre vie privée affecte l'image du cabinet. Camille défendit, c'est discriminatoire. Il haussa les épaules. Soyez discrète. Humiliée, elle envisagea de démissionner. Mais les finances étaient serrées. Léa, serveuse dans un bar, aidait, mais ce n'était pas suffisant. Puis, un appel de Sophie. Je regrette mon poste. Pardonne-moi. Camille, méfiante, accepta un rendez-vous. Au parc Monceau, Sophie pleura. J'étais jalouse de ta force. Elles se réconcilièrent, mais Camille garda ses distances. La trahison laissait des cicatrices. Sa grand-mère mourut subitement. À l'enterrement, en Normandie, la famille se réunit. Son père, ému, parla à Camille. Mamie m'a dit pour son passé. Peut-être que j'ai été trop dure. Un début de dialogue. Mais il ajouta, Amen pata. Ami. Camille soupira. Le chemin était long. Léa et Camille décidèrent de se marier civilement, en petit comité. L'annonce choqua la famille. Sa mère accepta. Son père boycotta. Le jour J. À la mairie du 18e, ce fut joyeux malgré tout. Mais Anna, invitée par erreur via un ami commun, apparut. Félicitations. Son regard trahissait la jalousie. Plus tard, elle envoya un message à Léa. Camille t'a-t-elle dit pour notre baiser récent? Un mensonge pur. Léa confronta Camille. C'est faux. Mais le doute empoisonna leur relation. La dispute culmina en une séparation temporaire. Léa partit à Marseille. Camille, dévastée, chercha du réconfort chez Marie. Les mensonges détruisent, dit Marie. Camille réalisa, son mensonge initial avait créé une chaîne de suspicion. Pour se reconstruire, Camille voyagea seule à Biarritz, revenant à la colonie abandonnée. Marchant sur la plage, elle pleura. Pourquoi ai-je menti? Un appel de Léa, Anna a avoué son mensonge. Reviens. Soulagée, Camille rentra. Elles se jurèrent honnêteté totale. Mais la société frappa encore. Une loi controversée sur l'adoption pour couple homo fut débattue. Camille milita, mais subit des attaques en ligne. Des anonymes la harcelaient, menteuse. Imposture. Elle craqua, envisageant de tout abandonner. Sa mère intervint, convainquant le père de discuter. Dans un restaurant, il admit, j'ai peur pour toi. Camille répondit, la peur nous sépare. Lentement, il s'ouvrit. La réconciliation avec son père fut fragile, mais réelle.
Ils se voyaient pour des cafés, évitant les sujets sensibles. Parle-moi de Léa, dit-il un jour. Camille sourit, décrivant leur vie. Il écouta, hochant la tête. Peut-être que je viendrai dîner. Un espoir naquit. Mais Anna ne lâchait pas. Elle contacta le père de Camille anonymement, envoyant des preuves falsifiées de l'instabilité de Camille. Le père, confus, confronta sa fille. Est-ce vrai? Camille nia, traquant Anna. À une confrontation dans un parc? Anna avoua, je t'aime encore. Je voulais te récupérer. Camille, furieuse, coupa les ponts. Ton amour est toxique. Léa et Camille, renforcés, planifièrent un voyage en Provence, chez des amis queer. Là, dans les vignes, elles parlèrent d'avenir, enfants, maison. Mais un accident de voiture mineur, un chauffard homophobe les insultant les secoua. La haine est partout, dit Léa. De retour, Camille excella en droit, défendant des cas LGBT. Son premier procès, une femme discriminée au travail. Elle gagna, acclamée. Mais le stress la rongeait. Une thérapie aida, explorant ses traumas. Sophie, rachetée, devint alliée, organisant des événements inclusifs. Élise, l'activiste, s'excusa pour les rumeurs. Le cercle s'élargit. Pourtant, un ultimatum familial, un mariage cousin hétéro. Camille refusa d'y aller sans Léa. Le père céda, les invitant. À la cérémonie. Des regards mixtes. Mais un pas. Anna, obsédée, harcela en ligne. Camille porta plainte, obtenant une ordonnance restrictive. La justice triompha. Léa proposa, adoptons. Camille hésita, craignant le rejet. Mais elles entamèrent les démarches, affrontant les bureaucraties. Un soir, son père appela, venez dîner. À table, il s'ouvrit, j'ai lu sur l'homosexualité. Pardon pour mon ignorance. Larmes coulèrent. La famille se reforma. Mais la vérité éclata, la grand-mère avait eu une amante. Le père le révéla. Elle a choisi le silence. Camille comprit les cycles. Avec la famille apaisée, Camille et Léa avancèrent. L'adoption progressa, malgré les obstacles sociétaux. Elles accueillirent une petite fille, Mia, orpheline. La joie fut immense. Mais les jugements persistèrent, voisins murmurant. École questionnant. Camille écrivit un livre sur son parcours, du mensonge à la lumière. Il devint best-seller, inspirant d'autres. Interview. Débat, elle affronta les critiques. Votre mensonge initial discrédite le mouvement, disaient certains. Elle répondait, il m'a mené à l'authenticité. Anna, en thérapie, s'excusa enfin. J'étais perdue. Camille pardonna, fermant le chapitre. Des années passèrent. Mia grandit, entourée d'amour. Le père devint grand-père aimant. Mais les défis sociétaux restaient, lois fluctuantes, haine latente. Un jour, à une conférence, Camille rencontra une jeune fille comme elle autrefois. J'ai menti pour un camp. Et maintenant? Camille conseilla, la vérité viendra. En regardant en arrière, Camille se demanda, le mensonge valait-il les douleurs? Il avait forgé sa force. Le mensonge peut-il être le chemin vers la vérité? Ou n'est-ce qu'une illusion destructrice?